Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle soirée de Ligue des Champions. Ça y est, on a eu le droit à la première session de la deuxième journée et on a eu des gros scores ce soir. On a eu des équipes qui ont eu des démonstrations. Alors bien sûr, on pouvait se dire pourquoi pas le Bayern, l'Atlético. On a eu aussi l'Inter, le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. On en attendait beaucoup de cet OM Ajax parce que forcément il y a eu cette première journée, ce match très encourageant, très intéressant à Madrid, mais 0 points. Et on sait qu'il faut quand même essayer d'aller chercher les petites victoires qu'il faut pour au moins accéder au barrage. Et franchement, l'OM a fait un sacré match. Je pense qu'on va revenir là-dessus longuement. Alors, pour tout vous dire, bien sûr, première partie de soirée, j'étais sur le match du Real. Là, j'avais l'OM principalement et un multiplex. Donc, je ne vais pas pouvoir faire le débrief comme habituel en Ligue 1 en disant tiens, j'ai vu toutes les actions de Liverpool Galatasaray, de Inter Slavia Prague et de Bodo Glimt Tottenham. Non, là, c'est pour le coup, on va vraiment se faire un gros bilan, voir ce qui s'est passé. Bien sûr, j'ai vu quelques buts, j'ai vu quelques actions sympathique. Et il faut aussi qu'on parle, évidemment, je l'ai dit, Liverpool qui tombe à Galatasaray. On a eu au moins une surprise ce soir, donc chouette pour les Turcs. Et je vois qu'il y a Marek Hamzik, je sais que c'est un grand suiveur du football turc. D'ailleurs, vous savez quoi, faut toujours se redire, tweeter parce que il y avait eu des éliminations précoces, notamment de Beşiktaş. Galatasaray, on avait pris 5 à Francfort et Fenerbahçe s'était fait punir, je crois, au Dynamo Zagreb lors de la première journée d'Europa League. Et j'ai failli faire genre, les clubs turcs après le gros mercato, on s'attendait à Tom Cruise, Daniel Craig, et là c'est Danny Boone. Et je me suis dit, tu sais quoi, faut jamais tweeter trop tôt parce que ça c'est le genre de tweet que les gens peuvent ressortir. Et voilà, faut être patient. Et finalement, Galatasaray s'offre un très très beau résultat, un match référence, un soir de déclic. Et c'est vrai qu'avec Osimhen comme ça qui marque ce penalty, surtout Liverpool, on va aussi revenir là-dessus. Alors évidemment, je vous le redis, j'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu quelques séquences et je crois bien que Liverpool, c'est au-delà de ce match. C'est vrai qu'au début de saison, il y a des résultats, ils sont, tu vois, en tête de PL, mais il y a le contenu et il y a beaucoup de victoires qui sont quand même poussives. Donc il faut encore que ça se mette en route après ce gros mercato XXL. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On est ensemble pour une bonne heure de débrief. Je vois qu'il y a évidemment les habituels comme Jason, comme Fred Guada, comme Thibaut Dortmund qui joue demain à Bilbao. On suivra ça. Quelques nouveaux aussi comme 76, comme Gus Gus. Ça fait plaisir. Soso Chat, la modératrice qui est là et qui vous rappelle évidemment de vous abonner, de mettre les likes qu'il faut, les étoiles. Pour ceux qui voudraient quitter le live en cours, je remets toujours les débriefs de manière instantanée sur YouTube et en podcast. Donc voilà, pour ceux qui veulent profiter le lendemain matin sur la route du travail, de l'école, des études ou que sais-je. Donc en tout cas, non, franchement, soirée plaisante. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient il n'y avait pas de grosse affiche. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi qu'il y ait peut-être un peu de matchs comme ça facile parce que bon, à 36 équipes, ça permet au gros de dérouler. Ça permet aussi de voir que Bodo Glimt est encore invaincu à domicile. Et Bodo Glimt, on le sait que c'est une équipe qui avait un pourcentage de victoire en Europa League et en conférence qui était, je crois, entre 65 et 70% à domicile. Enfin, vraiment, en gros, quand tu vas en Norvège, et c'est pas seulement en Norvège, Bodo Glimt, c'est aller au nord du cercle polaire. Donc c'est quelque chose d'assez fantastique. Et c'est, je sais pas si Bodo Glimt, c'est comment on pourrait dire, la Bolivie en qualification sud-américaine en Coupe du Monde, mais les déplacements là-bas, t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui souffrent. Alors c'est vrai que Tottenham l'an dernier, je crois qu'il s'était imposé en Europa là-bas. Mais ouais, il y a la Roma qui était tombée de ce côté-là. Et puis ils étaient tombés, ils avaient pris 6-1 à l'époque avec Mourinho. T'as aussi Porto qui avait chuté. Enfin, t'en as beaucoup, beaucoup qui ont souffert et je pense que Bodo Glimt parmi tous les petits voilà les Paphos tu vois Paphos ils ont quand même pris un point contre l'Olympiakos donc eux ils sont déjà bien. Après c'est vrai qu'on aura un Paphos Kairat Almaty, il y aura au moins une équipe qui sera déjà pas à 0 points et peut-être l'autre aussi si le Kairat prend ça. Donc c'est une bonne nouvelle, pour eux. Et puis même Bodo Glimt, tu vois, avec leur calendrier, puis surtout les matchs à domicile, ils affrontent Monaco. Donc attention Monégasque, parce qu'on sait que la dynamique et la cascade de blessures, c'est le genre de scénario. Bodo Glimt, et je vous invite à aller voir le doublé de Hauge, Jens Peter Hauge. Première frappe, il met un enroulé pleine lucarne opposé, et le deuxième, il slalom au milieu de terrain, enfin pas au milieu de terrain, mais il slalom à l'entrée de la surface, il crochette 2-3 joueurs Tottenham, puis une frappe pied gauche limpide un petit peu à la CR7 époque United des Burrell, vraiment quand il trouvait des zones de frappe après s'être extirpé. Franchement, Hauge, il avait été en plus recruté par le Milan et franchement, c'est dommage que ça ne l'ait pas fait parce qu'il a l'air d'avoir un vrai talent, le garçon.
On est donc parti, mes petits potes, pour un gros débrief Ligue des Champions. On va aller voir ça de ce pas, parce que ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à voir. Donc le petit récap, le Real s'est imposé 5-0 au Kairat Almaty. L'Atalanta s'est imposé en fin de match contre Bruges 2-1. L'Atalanta et Bruges s'étaient déjà affrontés l'an dernier, et Bruges l'avait emporté, et Bruges aurait pu faire encore un très beau coup, mais ça n'a pas tenu avec un but de Pasalic en fin de match. J'ai l'impression que Pasalic il marque souvent en fin de match pour Atalanta. Peut-être que je deviens fou, mais j'ai l'impression d'avoir souvent vu ce scénario. On avait donc 7 matchs ce soir, la démonstration de l'OM contre l'Ajax 4-0, l'Inter qui continue son petit sans faute 3-0 contre le Slavia, Chelsea qui se rassure après sa défaite contre le Bayern, et dans l'autre sens pour Mourinho ça fait une première défaite en Ligue des Champions, et Benfica est toujours à 0. Attention Benfica, parce que le reste la suite au niveau du calendrier est extrêmement compliqué. On a la grosse perte de la soirée, Galatasaray qui fait tomber Liverpool, bravo à eux, franchement le match avait l'air d'être bien plaisant. Ça c'est le genre de rencontre que je pense que je pourrais me faire en replay, parce que j'ai eu pas mal de belles choses passées, et surtout Liverpool enchaîne une deuxième défaite de suite. Ça n'a pas dû arriver souvent sous Arne Slot. Je me demande si l'an dernier ça s'est déjà produit, parce que PL ils font un parcours qui est dingue. Ligue des Champions ils tombent contre le PSG, peut-être il y a une fin de saison qui est un peu plus en roue libre, mais ouais ça reste quand même un score et un résultat qu'il faudra analyser. Le Bayern qui déroule contre pas fausse avec Harry Kane quand il est déjà à 75 buts, alors que dans 40 minutes on sera en octobre. Ça c'est quand même assez colossal. Ouais, en vrai c'est vrai qu'on a des buteurs sur ce début d'année, que ce soit Kane, Mbappé, Alvarez, peut-être il met moins de buts, mais Pulisic, même Haaland, franchement, on a des buteurs qui cartonnent très fort. Et quand je vois que Kane, on est fin septembre, il est déjà à 18 ou 20 buts, je sais plus. Enfin, il faut compter aussi avec l'Angleterre. Mais toute compétition confondue, Kane, il peut nous faire une saison. Il est bien parti à ce rythme-là. Ça peut aller taper au-delà des 60 buts. Hein, et ça peut être assez conséquent. Évidemment, il faudrait faire comme Messi. Après, c'était Messi une année, on va dire, civile. Hein, mais les 91 buts, là, il faudra s'accrocher pour aller chercher ce record-là. Là, ça va être quelque chose. Ouais, Messi 2012, et c'est vrai que c'est une année de Coupe du Monde, donc en plus, t'as aussi des matchs de prépa, t'as des matchs supplémentaires en fin de saison, donc c'est vrai que pour lui, il peut se régaler. Bodo Glimt, du coup, qui va chercher un nouveau point après celui contre le Slavia Prague, qui accroche le Tottenham, qui a mené 2-0, donc ils peuvent presque regretter finalement de ne pas se chercher une victoire, parce que 4 points après 2 journées, Bodo Glimt, ils auraient dû aller chercher une de victoire, un nul, ils étaient pas loin d'être déjà dans les barrages. Et l'Atlético qui cartonne, l'Atlético qui avait également perdu à la dernière minute contre Liverpool, et Francfort du coup qui avait mis un 5-1 dans la première journée, qui en prend un aussi. Donc pour le coup l'Atlético, c'est vrai que Griezmann, le premier but là contre le Real, est-ce que c'est pas la fameuse théorie du ketchup de CR7, et ça y est c'est parti de nouveau, parce qu'il a inscrit un doublé. Mais moi je suis content, parce que l'Atlético a très mal démarré, mais je trouvais que c'était quand même une équipe intéressante à suivre, parce qu'ils ont fait un recrutement vraiment axé jeune, vous savez, avec les Almada, les Baena, les Ruggieri. Ils ont pris aussi des joueurs de complément comme Anko, Raspadori, et finalement je me disais ok, c'est pas mal ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'il y a eu des blessures, il y a eu une méforme, et du coup l'Atlético était deuxième partie de saison après 3-4 matchs, deuxième partie de tableau, et je me dis oulala, qu'est-ce qui se passe? Et finalement c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un nouveau cycle pour accompagner Alvarez, qui était déjà sur un début de saison, enfin l'an passé c'était très costaud, et là pour le coup il s'est peut-être passé quelque chose, et même j'ai envie de remonter un petit peu avant le Real, ce match contre le Rayo Vallecano, qui vont remporter 3-2 alors que ça a été très difficile. C'est peut-être dans ces moments compliqués que peuvent naître de très belles équipes. Et pour l'équipe du Cholo, est-ce que le Cholismo est mort? Franchement, peut-être qu'il a été ressuscité la semaine dernière contre le Rayo, et ainsi de suite, parce que là, tu t'offres quand même 2 matchs à 5 buts, et tu te rends compte que tu as beaucoup de potentiel, donc on va y revenir. Ils vont finir en saison blanche comme d'hab. Il y a un risque, parce que quand tu vois ce qu'il y a en Liga et la concurrence en LDC, après, moi, comme je te dis, une Coupe du Roi, pour moi, cette équipe, elle doit au moins aller chercher un titre. Il y a moyen d'embêter du monde, et je suis très curieux de voir. On a vu ce que ça a donné contre le Real. Voilà, le Cholo qui affronte pour la première fois Xabi Alonso en Espagne. Leçon donnée, voilà, la petite claque sur les fesses, sans du talc. Hop, c'est bon, on passe au suivant. Mais le nouveau Atlético Barça, parce que l'an dernier ça avait été des matchs super intéressants, notamment je pense au 4-4 en Coupe du Roi, ça peut vraiment valoir le coup, quoi.
pour le bien du foot, Griezmann doit prendre sa Liga. Bah, on espère pour lui. En vrai, c'est vrai que je le trouvais vraiment sur le déclin. Après, bon, c'est 3 buts en 4 jours, donc il faudra voir par la suite. Mais pour quelqu'un qu'on a annoncé partant MLS, totalement finito, un Griezmann en complément, évidemment, s'il accepte ce rôle voilà, de 12e, 13e, 14e homme, ça peut être super intéressant pour le Cholo, parce que tu as un relais sur le vestiaire, tu as un relais sur le terrain, et tu as un joueur qui est encore capable de 2-3 gestes magiques, parce que ce soir, son premier but, il fait un piqué, après il y a un rebond par rapport au gardien, tout ça. Mais ouais, Griezmann, c'est très très bien là l'enchaînement Real. Ah, il a mis qu'un but. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Excusez-moi. Bah justement, je crois que c'est ce but dont je vous parlais avec le petit piqué. C'est vrai qu'il a mis qu'un but, mais ça n'en reste pas moins que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu marquer ne serait-ce qu'un but. Alors là, 2 matchs consécutifs où il plante, c'est très bien pour lui. Les amis, il faut qu'on parle d'abord de l'Olympique de Merveille. Et oui, qui s'impose 4-0. Une démonstration à tous les étages. On peut presque regretter, si on est tatillon, on peut presque regretter que ça soit arrêté de jouer vers la 60e, parce qu'on sait que la différence de but peut compter à la fin quand on fera les comptes, et que très clairement, l'Ajax de ce soir était extrêmement prenable, d'une faiblesse sans nom. Alors je le précise parce que comme d'habitude, quand je dis que l'Ajax est très faible, c'est faible. Par contre, dans l'autre sens, on va dire que l'OM a fait un très très bon match, a fait le match parfait dans ce contexte-là, face à un Ajax prenable, mais je pense que les deux, ils sont pas antinomiques. S'il y a une équipe qui est très faible, on peut dire que l'autre a été très bonne, et voilà, faut pas commencer à se faire des nœuds au cerveau, parce que le match de l'OM est très bien, et après il y en a qui vont dire, oui, il faut encore que ça mérite confirmation, faut avoir contre plus fort. La semaine que vient de vivre l'OM, c'est pour moi une confirmation. T'as battu le PSG, alors oui, avec tout le contexte que vous voulez, les blessés, tout ça, mais ça faisait longtemps, même contre un PSG diminué, qu'on n'avait pas vu l'OM à ce niveau-là de rigueur défensive, d'implication et d'état d'esprit, pardon. Le match à Strasbourg, un match bourbier, tu sais que la Méno désormais, avec cette équipe jeune, volontaire, vigoureuse, à l'image de Barco, de Sarr, c'est pas simple. Et du coup, t'es allé chercher ta victoire au forceps, et là, t'as eu une vraie démonstration, t'as profité d'un adversaire qui ouvre le jeu, qui laisse des espaces, qui a vraiment des carences défensives monstres, et tu n'as pas tremblé. À l'image de ce bon vieux Pachao, on attendait quelque chose de ce Pachao. C'est vrai qu'il a été recruté pour 30 millions d'euros. On se disait, bon, attention, c'est un joueur qui a peut-être quelques limites, mais c'est un gros artificier, c'est quelqu'un qui tire de loin. Moi, je veux ça, je veux un mec qui prenne sa chance de loin, qui tente un petit peu. On a vu 2-3 frappes, notamment contre Strasbourg, contre le PSG, et là ça a fait mouche sur la deuxième tentative avec cette frappe limpide. Le premier aussi, il part comme ça, le contrôle. L'action du premier but de la part de l'OM, elle est quand même assez géniale, entre la relance de Rouli, la passe d'Aguerd et la déviation d'Aubameyang pour Pachao, qui a devant lui tout le camp de l'Ajax pour aller inscrire un but. C'est vrai que c'est là où tu dis que quand tu joues pas des blocs bas, c'est quand même bien, parce que ouais, le premier but il intervient à la 6ème minute, et là t'as vraiment tout qui s'est ouvert, et l'ami Pachao en a profité, mais c'est vrai que c'est son grand soir. C'est son grand soir. Merci beaucoup, Shot, pour le petit prime. Et je vois que j'ai un ami de l'Ajax qui est dans le chat. Bonjour, Scipion, je paye tes factures, et par pitié, plus jamais d'image de l'effectif de l'Ajax 2019 à côté de celui d'aujourd'hui, je t'en conjure. Promis, l'ami, désolé pour la balle perdue, mais c'est vrai que le downfall de l'Ajax, et bon, j'ai mis évidemment l'équipe de 2019 parce qu'elle parle à beaucoup de monde, mais c'est vrai que quelqu'un m'a dit, regarde même l'équipe qu'il y avait il y a 3-4 ans, avec Sébastien Haller, Anthony, tout ça, et c'est vrai que l'Ajax, il y a vraiment eu, je sais pas ce qui s'est passé. Après, il y a quand même des joueurs intéressants. Mika Götze, ok, ton football me parle, j'aime beaucoup ce que tu proposes, il y a du ballon, franchement c'est très très fort, très intéressant, il y a des prises de risque, il y a des, comme on dit, il y a des prises de balles qui ne trompent pas, et ce Mika Götze, je pense qu'on le reverra très très haut. En tout cas c'est vraiment le joueur que je ressors. Il a été hyper intéressant. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Djorti Mokyo, seulement 17 ans, lui aussi je sais qu'on en a dit beaucoup de bien, genre gros espoir de la formation ajaxienne, et on me dit voilà, c'est lui qui va vraiment éclore et tout péter. Donc lui pour le coup, Mokyo, ça promet énormément. En plus, belge comme Götze. En vrai, les Belges ce soir, alors, pur produit de l'Ajax, c'est la Gantoise plutôt. C'est vrai que c'est plutôt de la post-formation, même si ça arrive un peu tardivement. Mais franchement, entre Mika Götze, Mokyo et Vermeuren, ce qu'on a vu ce soir, les gars, c'est pas mal, hein. Franchement, le football belge, Rudy Garcia, il peut se frotter les mains. Moi, j'ai toujours dit que la Belgique aura peut-être pas le vivier parfait à tous les étages, parce que tu sais qu'il y aura des manques, notamment en défense de temps en temps. Mais quand tu vois quand même la jeune génération qui arrive petit à petit, on a commencé à découvrir des De Ketelaere, des Doku, des Fofana, des De Kuyper. Là, franchement, quand je vois cette jeunesse-là qui arrive ensuite, si tu bosses bien
ton après De Bruyne, Courtois, Lukaku. Alors oui, évidemment, c'est des monstres sacrés, mais tu seras pas ridicule si ces jeunes-là, tu parviens à les mettre dans des très bons clubs, si tu les entoures bien. Franchement, il y a un vrai potentiel. Et Mika Götze, tu vois, je suis Longoria, je suis le football manager. Il est dans mon carnet, il est première recrue à aller chercher le 8 juin à l'ouverture du mercato, hein. Franchement, s'il y a un monde où il peut se faire, lui, en Ligue 1, ça peut être assez saisissant, mais voilà, c'est vrai que ce match de l'OM, il est très abouti, il est très intéressant. Vermeuren, j'en ai parlé pour une première titularisation. C'est vrai que la compo de départ de De Zerbi a peut-être un... Et c'est bien de la part de De Zerbi parce que ces compos, personne ne s'y attend jamais. On avait à peu près la défense, l'attaque, toujours une petite hésitation entre Aubameyang et Gouiri, mais voilà, on sait que Gouiri a un petit peu enchaîné, donc ça pourrait paraître logique. Par contre, le trio milieu de terrain, on s'attendait peut-être plus à O'Reilly un peu plus haut, Angel Gomez et Højbjerg, et finalement c'est Vermeuren et Nadir qui ont pris ce temps de jeu là. Et bien vu de la part de De Zerbi, et ça c'est bien parce que en vrai, ce mercato qui a été fast pour l'OM, il a permis de doubler tous les postes. Et là, c'est le genre de soirée où tu le ressens. Parce que même si c'est un Ajax faible, prenable, ça reste un match de Ligue des Champions. Et là, tu te rends compte que tu as des joueurs qui peuvent faire le job. Et c'est même plus que faire le job. La première titularisation de Vermeuren, à l'image de la récupération sur le but de Pachao, enfin, moi, je suis content pour lui parce que on sait que, pareil, hein, c'est un joueur qui est depuis longtemps annoncé comme un vrai crack quand il était à Antwerp. Et bon, peut-être qu'il est parti un peu trop tôt à Atlético, peut-être qu'à Leipzig ça n'a pas fait, mais le talent il est là. Ça, tu vois, il y a des trucs qui sautent aux yeux, et il suffit des fois de le mettre encore une fois dans ce bon contexte, l'environnement idéal. Alors ça méritera confirmation, c'est qu'une première titularisation, c'est contre un Ajax faible, certains vous le diront, mais moi je suis De Zerbi, je me dis tiens, j'ai récupéré un très bon milieu de terrain pour la suite de la saison, et ça va permettre, voilà, qu'on sait qu'il y aura des moments un peu plus difficiles, que tu vas avoir de la canne, enfin avoir un effectif avec autant de largeur et de profondeur, c'est la meilleure des choses qui pouvait arriver à l'OM. Mais pour revenir à Pachao, oui, bien sûr que c'est un match qui est déjà référence pour lui. Et je pense qu'il attendait que ça, ce premier but. Et là, tu as 2 buts, une passe D. Et la passe dans le timing pour comment il s'appelle, Aubameyang est excellente. Et en plus, c'est une action avec un compte qui est très bien construit. La passe de Greenwood, j'ai bien aimé, tout en bas côté gauche. Ça va très très vite. Vermeuren qui se projette. Enfin, c'est vraiment le deux-herbisme comme on l'aime, à savoir que quand tu n'affrontes pas un bloc bas, alors ça va être tout le souci et des nœuds à la tête, parce que tu sais que tu vas encore affronter bientôt, je crois en Ligue 1, t'as Metz et Le Havre, donc forcément tu vas jouer des équipes regroupées. Et oui, l'OM a peut-être des problèmes contre ce type de bloc bas. Alors l'an dernier ça a été le cas. Là cette saison, est-ce qu'on a vu vraiment des... Paris FC, c'était pas forcément, il fermait pas le jeu, et Lorient a eu un rouge très très vite. Donc là, ça va être intéressant parce que je pense que ce sera le premier véritable, tu vois, affrontement comme ça contre une équipe très très regroupée qui te laissera peu d'espace. Et ça va être pas mal de voir comment De Zerbi, son staff, et surtout quel type de compo tu vas mettre. Mais la confiance, ça demande la confiance. Cette équipe marseillaise, elle m'inspire pas mal de choses, hein. Franchement, en plus, tu sais, c'est retour à la maison. Ça faisait longtemps qu'en Ligue des Champions, t'avais pas gagné. Ouais, franchement, c'est quand même costaud, hein. C'est quand même costaud, hein. C'était pas évident, tu vois, d'aborder ce rendez-vous-là, mais tu savais que t'étais favori, fallait pas trembler, et ça a été le cas. Et ouais, moi je suis De Zerbi, j'en tire que du positif. Ouais, pareil, j'ai fait un tweet sur Aguerd, mais Aguerd, t'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans, que c'est le tonton de la défense. Tu sais, je pense au tweet, hein, le fameux, voilà, en l'espace d'un mois, il a changé ma vie. Lui, très clairement, alors, il y a beaucoup de recrues qui font du bien. Pavard, O'Reilly, Vermeuren, Pachao là qui commence à se débloquer, Emerson, Wea j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Aguerd, la sérénité, alors il prend un jaune, mais le calme qui dégage, ça panique très rarement. T'as l'impression vraiment que t'as récupéré un patron de défense, en plus de tous les beaux noms que tu vois, parce que Medina, Balerdi, c'est aguerri en Ligue 1, Pavard, t'as l'expérience équipe de France LDC, mais Aguerd, t'as tout, quoi. T'as Ligue 1, PL, sélection, Coupe d'Europe, donc c'est vrai que ce 11 Marseillais, il a très belle allure, et je pense qu'il y a aussi un autre point qu'il faut aborder, c'est le fameux clean sheet. Je pense que, vu l'attitude de Rouli, comment il a célébré 2-3 de ses arrêts, je pense que c'était important pour lui de garder sa cage préservée, comme il a pu le faire contre le PSG, et encore un ou deux arrêts qui sont très très forts, quoi. Merci beaucoup à Welsoud qui passe ses 21 ans devant ce live, donc mon ami, je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien, que tu as bien profité de ta journée, ta soirée d'anniversaire. Aubameyang, les gars. Aubameyang, le match du tonton.
Je pense que dans la concurrence avec Guiri, elle est là, elle va être de plus en plus établie, parce que Guiri ne marque pas. Après, moi j'adore le joueur et je continue de le mettre parce qu'évidemment, on a pu voir qu'il a fait de très bons matchs, notamment contre le PSG. Des fois, faut pas juger un attaquant qu'à ses stats. Après, c'est le problème du numéro 9. Surtout, bon, quand tu vois, il y a d'autres monstres qui en sont déjà à 20 buts fin septembre. Mais Aubameyang, par contre, le retour après un an d'Arabie Saoudite, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, ça plante, c'est décisif, ça fait des passes, c'est bien appliqué. Il y a des déviations qui sont intelligentes, c'est au service du collectif. Alors, il peut avoir encore un petit peu de déchets. Mais Aubameyang, pas mal. Franchement, le match de ce soir, il est très très sérieux. Après, tu vois, dans le 11, en vrai, il n'y a pas grand chose à jeter. Enfin, je trouve que la performance marseillaise, elle est pendant 1 heure de jeu, parce qu'après, tu déconnectes un petit peu, tu relâches, parce que voilà, tu laisses l'Ajax finalement avoir cette possession et ne pas en faire grand chose, à part Mika Götze qui a tenté de réveiller ça. T'as des coups de pied arrêtés, mais t'es pas non plus hyper dangereux. Tu sens quand même qu'il y a un manque d'un pur neuf, un neuf à la Weghorst, à la Dolberg, à Nadir, c'est vrai. Mais après, il a été quand même, tu vois, dans Nadir, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y a toujours cet état d'esprit qui va presser et qui va avoir ce jeu sans ballon qui est très intéressant. Et il est un peu en mode chien de la casse. Et oui, c'est vrai que tu me parles des 11 joueurs ce soir, titulaires. C'est peut-être l'un de ceux qui est le plus discret. Mais ça reste quand même une performance, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec ballon, il peut encore faire plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais De Zerbi avait un rôle prédéfini pour lui. Et finalement, bon, ça n'a pas forcément trop fonctionné. C'est vrai qu'il est sorti, à la mi-temps. Je sais pas si c'est préservé physiquement ou si c'est un choix tactique de la part de ce bon vieux RDZ. Ça sera intéressant d'en savoir plus forcément. C'est vrai qu'il y a Medina qui est sorti aussi sur une petite blessure remplacée par Egan Rayleigh, donc il faudra surveiller ça. Mais voilà, c'est bien hein, d'avoir doublé tous les postes, parce que tu sais que il y a la CAN, tu as des ambitions qui sont élevées en Ligue 1, tu dois faire podium minimum, tu as LDC à côté, tu vas bientôt avoir la Coupe de France, donc non, tu sais que tu vas pouvoir composer avec deux équipes aguerries, accomplies. En plus, tu en as pas mal qui vont partir à la trêve. Donc voilà, il y a l'OM vit le quotidien d'une équipe qui est européenne, qui doit jongler des fois avec des états de forme, se préserver, mais en même temps être ambitieux. Et moi, comme je vous le dis, là, ce qui s'est passé, ça peut servir de catalyseur pour le reste de la saison. PSG, Strasbourg, Amsterdam, dans 3 styles différents, 3 victoires. Tu fais carton plein. Et ça te permet d'être optimiste pour l'avenir. Mais moi, le seul regret que j'avais sur le mercato de l'OM, c'est qu'il s'est trop déclenché tardivement, à l'image, tu vois, d'Aguerd, Pavard qui sont arrivés dernier jour. Alors je pense qu'il y a peut-être l'ambition de faire Ordonez, finalement, ça n'a pas été bouclé. Du coup, tu as peut-être pris le plan B, mais le plan B est quand même pas mal. Hein, il est très sérieux. Tu as eu des opportunités de fin de mercato comme Vermeuren, O'Reilly. Ahmed Junior Traoré qui est blessé et qu'on reverra, tu vois, par exemple, un autre joueur qui peut apporter en termes de profondeur devant. Mais ouais, franchement, on savait qu'il y avait une équipe qui allait upgrade par rapport à la saison dernière. L'an dernier, l'OM a terminé deuxième. Tu te dis que évidemment, tu devais te préparer à cette échéance européenne et revenir en LDC avec un beau visage. Ouais, ça, il y a de très très bon augure pour la suite. Alors, c'est vrai que certains ont peut-être regretté des changements de Zerbi qui ne fait pas rentrer Guéry, qui fait pas rentrer Robinho Vaz, parce que Vaz, à chaque entrée, on le voit, le petit, comme on dit, il brûle le terrain et il est très très bon. Et Guéry, tu vois, pour peut-être essayer de lui faire marquer un but au niveau de la confiance, c'est peut-être comme je te dis, c'est le micro-détail qui peut un petit peu fâcher, mais dans l'ensemble, prestation collective aboutie, t'étais favori, t'as montré qui était le patron, et ça c'est clair et net quoi. Et malheureusement pour l'ami de l'Ajax, t'as la performance en face, waouh. C'est... Attends, checker vite fait le calendrier de l'Ajax, parce que là, cette équipe, bon, t'es 4 victoires, 3 nuls, mais Etinga, merci pour les souvenirs sur FIFA 2008, mais le coach est inquiétant. Tu vas à Chelsea, tu reçois Galatasaray, tu reçois Benfica, tu vas à Karabag, tu vas à Villarreal, tu reçois Olympiakos. En vrai, ils ont pas un calendrier. Franchement, ils sont bien au niveau de leur calendrier. C'est pas un truc horrible, tu vois. Mais cette équipe, il faudra quand même qu'il y ait des retours de blessures, il faudra quand même qu'il y ait un truc en plus, un changement de coach, je sais pas, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que ça va quand même foncer droit dans le mur. Aux Pays-Bas, ils auront toujours cette fameuse petite marge, mais là, attention.
attention à ce que peuvent montrer cette équipe. Ouais, force à Enzo. Enzo qui est un habitué, je sais qu'il est en live avec ses copains de box to box. Il avait prévenu que ça allait être délicat. Au moins, ça se voit que c'est un suiveur attentif de son équipe, quoi. Autant les préserver à 4-0 en est passé en gestion. Oui, oui, c'est le cas. Je te dis, en tant que perfectionniste ultime, tu t'es dit, et si t'avais été chercher un cinquième, un sixième but pour la différence, et peut-être compter, parce que tu peux te retrouver potentiellement plus, je dis une bêtise, peut-être plus 12e que 16e, tu vois. On sait qu'il y aura beaucoup d'équipes à égalité, mais quoi qu'il arrive, l'important c'est évidemment cette victoire, et ça fera plaisir aux Marseillais, mais voilà, avant les matchs de demain, l'OM est top 8, voilà, t'as souvent vécu des soirées européennes compliquées, t'as souvent été ridicule en Ligue des Champions ces dernières années, t'as vraiment vécu des cauchemars, des scénarios improbables. Là, pour le coup, c'est une très belle soirée, c'est une très belle semaine, et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à Marseille, clairement. Il y a un truc qui est en cours, qui est en route, et je sais pas jusqu'où ça peut aller. On va pas parler de titre en Ligue 1 parce qu'évidemment le PSG reste supérieur favori, mais qu'il y ait une course au titre jusqu'au bout, c'est tout ce qu'on demande, parce que pour l'intérêt du championnat, pour le valoriser, il faut qu'on ait un OM fort, il faut qu'on ait un Monaco fort, il faut qu'on ait un Lyon fort. Il n'y aura pas tout le temps ces mêmes états de forme. D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, mais le théorème des Olympiques est vraiment en train de se briser. On verra les performances lyonnaises à venir. Mais les deux Olympiques sont euros en même temps. Du coup, on ne sait pas quel autre théorème trouver. Mais c'est vrai que ouais, l'OM, franchement, tes supporters ce soir, t'es très content. T'as la banane, t'es fort, t'es bien. En plus, t'as un bel effectif. T'as recrue phare qui t'a enfin offert le frisson que tu voulais. T'as tous tes attaquants titulaires qui ont planté. T'as une belle rotation. Ouais, la vie est belle, très clairement. Pour l'OM, tu te dis qu'il y a une vraie saison qui va se jouer, et ça va être intéressant de voir. Il y a le Nîmes olympique qu'on pense pour les deux. Ah, le pauvre Nîmes. Après, tu vois, Nîmes, ils ont le projet que je voulais à Bordeaux, c'est qu'ils ont réussi à se débarrasser de leur président qui avait fait à peu près n'importe quoi, Rani Assaf. Et au moins, tu vois, ils ont un projet avec des socios, des actionnaires comme Renaud Ripart, tu vois, un truc du cru. Et c'est ce qu'il faut. Enfin, moi, j'ai toujours dit, je préfère qu'on descende plus bas, mais au moins qu'on ait un truc sain et pas un espèce de gloubi-goulba qui ressemble à rien, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur la perf de l'OM. 9 tirs 6 cadrés, 4 buts, donc efficacité maximale. Ça peut être vraiment un truc qui te gargarise. T'as été très très bon. Aucun corner obtenu. C'est une drôle de stat que je m'étais noté au cours du match. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai pas vu. Et on sait que sur certains CPA, Aguerre, de Pavard, tout ça, ça a quand même de la qualité. Donc on verra pour les Olympiades. Alors j'ai parlé du calendrier en Ligue 1 avec Metz et Le Havre à venir. En LDC, on le redit, c'est un calendrier qui est très intéressant parce que tu vas au Sporting après la trêve d'octobre, et tu reçois l'Atalanta début novembre, et ensuite nouvelle trêve, et tu fais Newcastle, l'Union Saint-Gilloise, Noël, et après tu termines sur Liverpool et le Club Bruges. Donc c'est bien, c'est très très bien, ouais. Ça pour le coup, ça permet d'être optimiste. Ouais, moi je pense qu'ils seront. Alors, en vrai, maintenant qu'on a vu Lille faire top 8, ils doivent pas s'interdire de rêver. Franchement, s'ils peuvent aller embêter les Newcastle-Liverpool, les deux mastodontes de PL, même si c'est des équipes avec des individualités incroyables. Après, le problème, c'est que le Liverpool de fin septembre ne sera peut-être pas le même en janvier, et il faut pas trop s'enflammer. Mais tu sens quand même qu'il y a la place pour se qualifier, et que voilà, ils peuvent le faire largement dans ce top 4. Les amis, je vous propose qu'on survole un petit peu les autres matchs, parce que comme je vous l'ai dit, malheureusement, j'ai pas pu regarder en détail. Le seul match que j'ai vu, c'était celui de 18h45. Je me suis posé parce qu'évidemment, c'était l'événement. Le Kairat Almaty, premier match de Ligue des Champions en phase de groupe, qui reçoit le Real Madrid. Le Real qui est parti, je crois, 48 heures avant. C'est vrai que Charpouter, comme tu le dis, la défaite de Liverpool, ça n'arrange pas, parce que tu aurais pu imaginer peut-être Liverpool faire de manière utopique un 6 sur 6, et là Liverpool aura peut-être besoin d'une victoire pour aller chercher sa qualif, mais c'est bien aussi. Tu t'es qualifié pour ça, c'est la cour des grands, donc un Liverpool à 100%, on demande que ça au Vélodrome. Et le Real qui a failli, je sais pas si vous avez vu cette action à la 8ème seconde, et j'insiste bien 8ème seconde, où tu as un engagement du Kairat,
et tu as le gardien qui envoie sur un des défenseurs centraux qui était monté, je crois, et qui dévie pour Satpaev, qui fait une tête un peu trop molle, mais comme le match contre Atlético, encore une fois, des duels défensifs aériens perdus, une espèce de un aspect mollasson de Huysen, de certains défenseurs, et t'aurais pu encore vivre un truc très très spécial, mais voilà. Le Kairat Almaty reste le Kairat Almaty, avec une large victoire du Real qui ne menait qu'1-0, qui après a passé un vrai coup d'accélérateur avec le fameux gardien, le Kalmourza de Almaty, qui est très très jeune, qui a vraiment un visage juvénile. Et il n'y a pas eu match, hein. Ils ont fait illusion le temps d'une mi-temps, mais c'est vrai que t'as Mbappé qui est encore une fois supersonique, qui en est à son 15e but. Certains vont dire qu'il y a beaucoup de pénalty, mais je vois quand même une petite différence par rapport au Mbappé de l'an dernier, qui mettait aussi beaucoup de buts, mais qui en ratait pas mal. Là, je trouve qu'il est il est un peu plus efficace et il est un peu plus élancé. Il prend des ballons dans la profondeur. Enfin, à l'image du but sur le 2-0 où il fait un petit piqué, où il termine très très bien. Et puis il y a ce triplé avec cette frappe lourde. C'est le leader, c'est le visage numéro 1 du Real. Et je pense que si certains en doutaient, même si Vinicius, forcément, il a beaucoup apporté à son échelle au Real. Désormais, le numéro 1, c'est lui. Donc, à Xabi Alonso de composer avec tout ça, parce qu'on a eu un gros débat, je pense que vous l'avez peut-être entendu, vu sur hors-jeu, sur finalement, est-ce que c'est juste une alerte, ou est-ce que c'est plus profond pour ce Real-là. C'est vrai que le mercato, il était intéressant avec Carreras, Trent, Huysen, et sur l'aspect défensif, mais on avait tous dit que le milieu de terrain, attention, et on sait que le milieu de terrain du Real, il y a une faiblesse, même si Tchouaméni revient bien sur ce début de saison. Mais ce qui est bien de la part de Charanzo, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui ont du temps de jeu, il y a peut-être un peu moins de statut. Alors c'est vrai que tu profites de l'absence de Bellingham, et tu vois, avant, il y avait Rodrigo forcément qui aurait pris une place devant, et là tu as Güler et Mastantuono qui enchaînent bien. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est bien de la part de cet entraîneur qui quand même installe des joueurs, et Arda Güler, encore une fois, il y a une vraie connexion avec Mbappé, il essaie de le chercher. Güler, je trouve très très bien en ce moment dans le jeu. Il faut encore qu'il progresse, tu vois, des petits trucs de concentration à l'image du penalty concédé contre l'Atlético. Moi, mon avis sur ce Real-là, j'ai pas envie d'être aussi fataliste. Il va leur manquer des trucs au milieu de terrain et dans l'aspect défensif. Il y a une attaque qui tourne bien, qui est quand même très intéressante. Est-ce que tu peux sauver tous tes matchs avec cette attaque? On a vu que non, parce que contre l'Atlético, t'es dominé par... tu marques 2 buts coup sur coup parce que tu as des individualités plus à l'image de Mbappé, Güler, Vini. Mais défensivement, tu es trop friable, milieu de terrain, ça passe pas. Tu n'as pas de marge. Donc même si l'attaque peut très bien tourner, on a vu que dès le premier gros rendez-vous, cet Atlético-là t'a puni. Après, je pense qu'aussi, c'est Xabi Alonso qui découvre les gros chocs espagnols. On sait que c'est des matchs à part. Un derby, l'année prochaine, dans 3 semaines, t'as un classico. Donc ça va être un autre juge de paix. Mais bon, pour le coup, sur ce type de match, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer? Parce que Kairat Almaty Real, c'est quand même 3 univers différents. Je sais qu'il y avait un milliardaire kazakh qui avait promis plein de voitures, une voiture par joueur s'il y avait une victoire. Bon, je sais pas à quel concessionnaire il va refourguer ça, mais mon ami, des fois, faut... Après, j'ai envie de dire ça, c'est vrai qu'on a déjà vu le shérif Tiraspol venir battre le Real chez lui, donc tout est possible dans le foot, c'est ça qui est magique avec ce sport, mais là, on a quand même senti, tu vois, la nette différence, et un Real qui menait 1-0, qui a été en gestion, et le Kicks qui s'envole. C'est vrai qu'il a 5 buts en 2 matchs, et surtout, je crois qu'il est déjà 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, il va lui manquer, bien sûr, encore, je crois qu'il est à 60, non, hein, si je suis palmarès, je sais pas si je peux trouver, mais je crois qu'il est à 60, hein, donc ça veut dire qu'il intègre quand même un top 60e but, tu vois. Donc ça veut dire que il est passé devant Müller, il l'a dépassé, il est passé devant Shevchenko et il rejoint Ruud. Raoul est à 71, il va le dépasser. Benzema 90, il le dépassera d'ici... allez, si on est sur une moyenne de 10 buts dans 3 ans, peut-être un peu moins, un peu plus. Mais voilà, il aura... comme il est de 98, il aura 30 ans. Lewandowski, je pense qu'il peut le faire. Messi, pourquoi pas. Par contre, CR7, faudra voir.
faudra voir. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il continue d'enchaîner, d'empiler. C'est bien, mais il va encore lui manquer ce titre-là. À l'époque, Raoul, ça paraissait inatteignable, 71 buts. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Voilà, t'as d'autres types d'adversaires. Après, il y en a qui ont connu aussi ce début de période, qui ont bien enchaîné. Mais même Van Nistelrooy, tu vois, à 60 buts, c'est quand même hyper costaud. Et tu vois que t'as pas, dans ce top 20, t'as pas le plus grand attaquant de l'histoire qui est R9, quoi. T'as pas le plus grand numéro 9. Donc ça veut dire que la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition spéciale. Ouais, quelqu'un le disait dans le chat. Haaland, qui a commencé en 2019, quand il est déjà à 50 buts. Lui aussi, hein, il va se rapprocher petit à petit. Et lui qui est plus jeune, parce que Haaland, c'est 2000, donc 25 ans. Il est sur une moyenne qui est 1,02. Et le kick, c'est à 0,65. Putain, c'est tellement effrayant. Waouh! Avec le nouveau format, ça peut le faire, il y a plus de matchs. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de matchs, parce que tu as 2 matchs de plus en phase de groupe, tu as 2 barrages, tu as des huitièmes. Avant, tu as eu un entre-deux, parce que tu avais à l'époque ces 2 phases de groupe. Donc tu avais 12 matchs avant les quarts de finale, les demi. Après, tu es repassé à un autre format où tu avais phase de groupe 8ème. Donc, tu vois, certains ont pu quand même profiter de l'époque des 2 phases de groupe. Après, 2 phases de groupe, quand tu affrontais, enfin, une époque, tu avais eu un truc où tu avais Arsenal, la Roma. Je me demande si tu n'avais pas Valence, tu avais des groupes de malades quand tu arrivais sur la deuxième phase de groupe. Et c'était peut-être plus compliqué, tu vois, d'enchaîner des buts. Mais là, c'est des extraterrestres, hein, ils continuent de le faire. Et attends, Harry Kane, il est où du coup? Harry Kane, il n'est pas là. Harry Kane, c'est vrai que Tottenham a des fois un petit peu alterné, a été absent. Mais ouais, le Kicks, gros début de saison et quelques petits records, quoi. Monaco va l'aider à passer devant Salah. Ouais. Je pense que c'est vrai que le Monaco là, ça peut envoyer du lourd. Du coup, on va survoler les matchs de ce soir. Comme je vous dis, j'étais sur Multiplex. Je vais pas vous mentir, je n'ai qu'un seul écran ici. Je n'ai pas l'ordinateur de la NASA à surveiller s'il y a une fusée qui décolle de Houston. J'ai juste vu 2-3 trucs passer. Et cette victoire, on peut le dire, référence déclic de Galatasaray qui s'impose 1-0 contre Liverpool. Liverpool qui enchaîne une deuxième défaite de suite contre Palace. Comme je vous le dis, je pense que je me referai ce match tranquillement demain matin avec le café en replay parce que ça va être intéressant à analyser. On sait que lors du match contre Francfort, si je ne m'abuse, Osimhen n'était pas là parce que je crois qu'il s'est blessé avec le Nigeria. Donc Osimhen n'était pas là. Donc tu vois, Osimhen, il y a quand même un gars là avec et sans Osimhen, ça se ressent. Et non, tu vois, on a parlé de Monaco, tu vois, la doublette de latéraux Singo-Jacobs qui rappelle de belles choses. Alors, Lemina a joué avec un flocage Mario Junior. J'ai cru que c'était un autre joueur, les gars. Je me demandais, c'est qui ce 99 Mario Junior? Je me demandais d'où il sort, et en fait je me suis dit que Lemina s'était fait un petit kiff avec son flocage. Mais c'est vrai que pour le coup on a senti un Liverpool des fois un peu sans... Ils ont essayé de proposer quelque chose, mais encore une fois, il y a de la part d'Arne Slot, il y a du mal à connecter quand même tous ces joueurs-là, ces gros joueurs, et ça ne l'a pas fait. Encore une fois pour Wirtz, qui enchaîne malheureusement pour lui, on l'a déjà surnommé 007, maintenant ça va être 008, qui enchaîne un nouveau match sans être décisif avec Liverpool. Il a été décisif avec l'Allemagne, donc au moins ça c'est pour lui. Mais comme on le dit, hein, on est toujours patient, c'est un joueur qui sort dans le football, on l'a vu faire de très belles choses à Leverkusen, mais le problème c'est comme d'hab, c'est le prix. Quand tu es un joueur à 130 millions, tu peux dire ok, 1-2 matchs, mais très très vite tu dois voir quelque chose, et pour l'instant on n'a pas encore ce petit truc en plus avec Wirtz. Tu vois, si il faisait des caviars que ses coéquipiers ne convertissaient pas, s'il avait des occasions incroyables où tu as des gardiens qui sortent des parades de fous furieux, on pourrait se dire bon, il y a un petit peu de nuance. Wirtz décide sur le Community Shield. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être le Community Shield qui était là au tout début, mais dans l'ensemble oui, c'est vraiment insuffisant. Et je l'ai dit, hein, c'est un joueur qui pour moi a une dimension supérieure, qui doit prendre les choses en main et ne pas subir. Je trouve qu'il subit trop. Je sais pas si ça doit passer par un but, ça doit passer par un truc mental, mais il faut qu'il se passe quelque chose parce que là il est en train d'être trop en souffrance par rapport à ce qu'on a pu voir à Leverkusen, et dans une équipe quand même qui tournait bien, et pour moi il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas à s'intégrer. Arne Slot, je suis désolé, mais c'est pas fou. Tous les joueurs qu'il a recrutés à part Ekitike, c'est pas ouf. L'année dernière, il a été champion car City c'était faible, Salah trop fort et grâce au travail du Jurgen Klopp. Alors,
On va pas commencer à dire que Arne Slot c'est une fraude, parce que bah, quand tu gagnes la première ligue, c'est que t'es pas un arriviste. Je pense qu'évidemment, Arne Slot a profité d'un club qui était très bien géré et où tu avais des fondations plus que solides. Et voilà, tu as récupéré une équipe qui était faite à 80%. Après, on a vu quand même un Salah, tu vois, XXL en première ligue, avec voilà, des records de buts, de passes. Bah, il s'est quand même beaucoup appuyé sur lui. Mais au-delà de ça, tu as quand même une équipe qui était hyper cohérente. Le repositionnement de Gravenberch titularisé, indiscutable, ça l'a fait. McAllister qui était très bon. Là pour le coup, je pense qu'il y a tellement de joueurs que des fois, il n'arrive pas à faire des choix. Et malheureusement, ce que je vais dire, c'est ouf, hein, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut peut-être un peu plus trancher, trouver son 11 idéal, parce que tu as eu un gros mercato, et malheureusement, même si c'est un casse-tête de luxe, il faut pouvoir des fois le faire, quoi. Slot est vraiment une fraude, par contre, on connaît toujours pas ce qu'il veut proposer, c'était juste gênant ce soir. Bah, le début de saison de Liverpool, il y a eu des résultats, pas dire en trompe-l'œil, mais dans le contenu, c'était pas abouti. Après, c'est le principe aussi d'avoir un effectif XXL, c'est que tu as des mecs qui peuvent te sortir de la mouise à n'importe quel moment, et des fois, bah, ça peut être des joueurs qui seraient titulaires n'importe où, comme Chiesa, comme Ngumoa, comme des fois, tu as Ekitike, tu as Slobozai avec ce coup franc. Mais non, c'est vrai que Arne Slot, oui, il s'est fait massacrer, mais il y a d'autres fois où Arne Slot a proposé quelque chose. Moi, les gars, j'ai pas envie d'être aussi sévère par rapport à lui. Enfin, il y a une mauvaise passe. Mais c'est ouf, comme tout le monde, des fois, aime tomber sur Liverpool quand ils ont une mauvaise passe. Il y a des équipes qui ont des mauvaises passes, qui gagnent pas grand-chose. On se dit à chaque fois, ah, mais il faut du temps et tout. Là, pareil, je suis désolé. Enfin, il a gagné une première ligue qui lui offre un petit répit. Ouais, il y a un truc qui se passe mal. Et peut-être que justement, ces deux défaites, ça va faire prendre conscience que il faut réussir à dégager un 11 type, qu'il faut responsabiliser certains joueurs, que des recrues doivent se réveiller. Mais voilà, il y a des équipes qui passent par des moments compliqués par moment. Et voilà, c'est peut-être le cas de ce Liverpool-là. Et moi, je suis pas du tout fataliste, quoi. Oui, après, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison dernier, on ressentait déjà des trucs un peu moins bien. Mais de toute façon, la saison, c'est vrai qu'avec cette sortie en huitième de finale contre le PSG, qui avait été meilleure, hein, faut le dire, même si au retour en field, ça a un petit peu chauffé avant les tirs au but. Mais oui, une fois que tu as été sorti et que tu avais une avance considérable en, en PL, oui, forcément, je pense que t'as laissé filer, quoi. Euh, Ils méritent pas de se faire déchirer, mais honnêtement, le début de saison est trompe-l'œil. Ah non, mais je suis d'accord, ils sont leaders de PL, mais dans le contenu, on savait que quand tu gagnes, de toute façon, quand tu gagnes 5 matchs à partir de la 88e minute, voire de la 93e, comme le coup franc de Sobozai, tu te dis que oui, au bout d'un moment, cette réussite, elle va te fuir. Et là, c'est le cas. Bah, tu vois, à l'image du but de Chiesa en fin de match contre Crystal Palace, tu aurais pu dire, ah, encore une fois. Et là, les dieux du foot t'ont puni. Et ça va être à lui de revoir sa copie, de mieux travailler. Mais ouais, c'est la première mauvaise passe d'Arne Slot, on va dire en termes de résultats et de contenu. L'an dernier, c'était, hormis l'élimination avec des champions, tu avais beaucoup de résultats en Angleterre qui t'apportaient un petit peu cette continuité. Là, c'est vrai qu'il va falloir proposer autre chose, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, les gars, hein. Franchement, le contenu, il est pas dingue. T'as des individualités qui peuvent te sauver la peau des fesses à n'importe quel moment. Mais ça reste quand même Liverpool, et on peut voir qu'il y a un très bel effectif et qu'il faut juste réussir à connecter les uns aux autres. Après, c'est vrai que si tu parles de cohérence de collectif, oui, Arsenal est peut-être plus avancé, mais pour l'instant, Arsenal est encore derrière en première ligue. Donc attention à l'orgueil du champion, attention à ces gars-là, 2 matchs de suite. Ça va être intéressant de voir l'enchaînement de Liverpool. Et après, comme le disait un supporter marseillais, hein, du coup, il va arriver le couteau entre les dents sur tous les autres matchs. Donc il n'y aura pas de répit. Bah voilà, très bien. Chelsea, dès samedi, un choc. Rien de mieux que ça pour se relancer et éviter la troisième défaite de suite. Ensuite, c'est bien parce que retour de trêve, t'enchaînes Manchester United. De toute façon, ce match-là, Liverpool-Manchester United, soit ça se termine sur un 7-0, comme ça a été le cas, ou un gros score, soit United va chercher un match nul. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de juste milieu dans ce type de rencontre. Ensuite, tu vas à Francfort, tu vas à Brentford, tu reçois Palace en League Cup, attention. Après, putain, t'as un enchaînement Aston Villa, Real, City, hop, trêve. T'as le Aston Villa, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui attend les Reds, quoi. Donc, on va voir. Pas envie non plus d'être assassin avec cette équipe.
c'est bien aussi de passer par des moments difficiles comme ça, de pouvoir se remettre en cause. Mieux vaut que ça arrive là en début de saison, et quand ils ont encore une marge au classement, que voilà, qu'ils perdent évidemment des grands rendez-vous comme le PSG l'an dernier, quoi. Et non, GG à Galatasaray, de ce que j'ai vu, Gundogan à 34 ans, 35 ans, a fait un match de tonton dans ce rôle de 10 avancé avec Torreira et les Mina en garde-fou juste derrière lui, Osimhen qui a marqué, et voilà, c'est vrai que Liverpool aurait pu obtenir un penalty à la fin, mais c'est Konaté qui percute le crampon de Singo, plus que Singo qui fait faute, donc c'était logique de ne pas donner penalty de la part de Clément Turpin. Clément Turpin qui a quand même failli donner un penalty à l'équipe visiteuse à dernière minute sur la pelouse de Galatasaray. Il en faut du courage, mais heureusement, l'arbitrage vidéo est venu corriger cette erreur. Après, en vrai, c'est le genre de faute à vitesse réelle, ça va tellement vite que tu vois le pied haut, tu peux siffler. Enfin, j'ai pas envie d'accapler d'Urbain, mais c'est bien que pour le coup, on sait que des fois, il aime pas se faire appeler par la vidéo, il aime pas se faire déjuger. Là, c'est un enjeu qui est tellement important. Puis surtout, peut-être que voilà, il voulait que sortir sereinement du stade ce soir, quoi. Ensuite, on a Atletico quand même qui vit une très très belle, pareil, je l'ai dit en début de live, semaine, voilà, qui a étrillé Francfort. Assez déçu de mes petits gars de Francfort. Hein. Vous savez qu'on aime bien cette équipe, qu'on attend beaucoup cette saison. Bon après, ils sont bien en Bundesliga. En LDC, je pense qu'ils seront barragistes. Le vrai souci, le seul truc pour moi qui allait pas forcément pour cette équipe, c'est la défense. Parce que pour moi, il n'y a pas de gros nom ou de valeur montante absolue entre Santos au cage, Collins, Koch, Théat, Brand. Tu vois qu'ils ont aussi d'autres défenseurs type Amenda, Chandler l'ancien, Aurelio Buta, tout ça. Même Zetterer, hein, c'est le remplaçant de Kevin Trapp, ils sont allés chercher au Verder. Moi, franchement, je trouve qu'il y a une attaque qui est très intéressante avec Burkhardt. Je trouve qu'il y a un potentiel derrière lui qui est dingue avec Shaibi, avec Dohan, avec Uzun, avec Larsson, même l'ancien Godze, Baoya. Il y a vraiment du très beau monde. C'est la défense et ouais, j'ai l'impression que le match de ce soir et de ce que j'ai vu, ça n'a pas pardonné. Et l'Atlético, encore une fois, qui a déroulé en termes d'intensité, qui a été très très bon, qui a fait vraiment mal à cette équipe de Francfort. T'as le Normand qui marque encore une fois. T'as Raspadori qui plante également. C'est vrai que la compo était assez offensive hein, parce que t'as Simeone, Raspadori dans les couloirs, Alvarez, Griezmann devant. Et tu vois, le quatuor offensif a marqué, donc c'est bien pour lui. Et c'est vrai que Giovanni Simeone, c'est quand même un joueur qu'on découvre petit à petit, même si tu vois, il a déjà 22 ans, mais c'est vrai qu'on se disait, bon, des fois le fils d'eux, mais franchement, si Giovanni Simone, dans son registre-là, je le trouve vraiment bon. Franchement, c'est un petit coup de cœur, tu vois. Je savais pas trop à quoi m'attendre de sa part quand il est revenu, voilà, de ses différents prêts, Saragosse, Alaves, mais depuis l'an dernier qu'il a commencé à avoir du temps de jeu, c'est vraiment pas dégueu, et en plus on sait que c'est un profil très particulier d'être dans un 4-4-2 du Cholo et d'être milieu droit, et les droits. Et qui de mieux que son fils pour incarner, pour perpétrer l'héritage. Et c'est vrai que c'est quand même un joueur sacrément intéressant. Mais ouais, ce que je te disais, hein, j'aime bien ce 11-là. Et sur le banc, t'as quand même Coquet, qui a été très très bon contre le Real. T'as Baena, qui est un super joueur à Villarreal. T'as Molina, Gonzalez, et tu laisses sur le banc Anko, Poubil. T'as encore 2-3 jeunes aussi. Mais c'est vrai que t'es un Atlético qui a un petit peu de marge. Le profil à Ferran Carrasco. D'ailleurs, c'est par hasard s'il y a une rumeur. Bon, je pense que c'était peut-être un scam. Le retour de Ferran Carrasco, encore une fois, à Madrid. Mais non, l'Atlético, ouais, t'enchaînes cette victoire avec un triplé d'Alvarez contre le Rayo. Tu bats le Real avec la manière 5-2 et tu vraiment t'envoies un message avec un grand Alvarez, encore une fois. Et tu bats Francfort en LDC après ta première défaite. Donc, écoutez, j'ai envie de voir jusqu'où peut aller cette équipe. Moi, je te l'ai dit, par rapport au Mercato, où tu as investi quasiment 200 millions, il faut qu'il y ait au moins un très bon... Il faut que tu puisses être en mesure de lutter pour le titre. Alors, si t'es pas champion, c'est pas un drame, mais j'ai pas envie de voir l'Atlético à la fin avoir 15 points de retard. En LDC, ça fait longtemps qu'on les a pas vu faire cette vraie épopée, et je pense que cette équipe, elle peut embêter pas mal de monde. S'ils sont éliminés par une équipe plus forte, type PSG, Bayern, tout ça, Arsenal, il n'y aura pas grand chose à dire parce que le terrain aura parlé. Mais pour moi, c'est une équipe qui franchement, il y a un vrai truc à faire. Des fois, c'est le Cholismo qui se prend les pieds dans le tapis. Donc, on espère qu'ils vivront des belles soirées
au c'est dur là. Wanda Metropolitano. Et non, content pour Griezmann, parce que Griezmann, c'est vrai qu'il a passé une série de matchs, vingtaine de suite sans marquer. Et là, ça lui fait du bien, quoi. Pour moi, et je dis bien pour moi, Atletico, c'est plus fort qu'Arsenal. Ah, je suis pas d'accord. Arsenal, c'est très très fort. Enfin, c'est très costaud. Il leur manque juste un peu plus de régularité offensive, mais il y a plusieurs facteurs. Saka a été blessé, Eze, Madueke sont arrivés, doivent s'intégrer. T'as Martinelli et Trossard qui ont plus un profil pour moi de super sub, et t'as Gyökeres, t'as une grosse recrue qui est pas encore au niveau. Mais ouais, rendez-vous à la J3. Ah, toi t'as un coquin, toi, parce que ça veut dire que forcément il y a un Arsenal Atletico qui va tomber. Voilà, bah écoute, on verra. Mais Arsenal, quand même, c'est super solide. Enfin, faut le dire. Le match qu'ils ont fait à Newcastle, enfin, c'est quand même une. Je peux comprendre ceux qui n'aiment pas le jeu d'Arteta, qui a évolué, qui est peut-être un peu plus, on va dire, prudent, calculateur, qui est peut-être qui endort. Mais en termes d'effectifs, de qualité, y a vraiment. C'est très très fort. Franchement, faut le dire. Donc voilà, GG Atletico. Bah, l'Inter qui s'impose 3-0 contre le Slavia. Qui avait déjà eu un match à sa portée contre l'Ajax en première journée. Lautaro, ça faisait un petit moment, je crois qu'il n'avait pas forcément planté. Il n'a pas joué lors du premier match. Et en Serie A, il a mis 2 buts. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément encore activé pleinement. Ouais, il a marqué contre Cagliari. J'ai dit n'importe quoi. C'est vrai que c'était plutôt en Ligue des Champions, mais il n'avait pas joué le match contre Atletico, le bon vieux Lautaro. Et non, l'Inter, bah, voilà, qui va devoir, qui sera encore là. Faut voir un petit peu d'adversité. Ça va permettre de se vérifier avec le calendrier. Oh, le Roma-Inter sortie de trêve, il va être pas mal celui-ci. T'affrontes l'USG, tu reçois le Kairat. Bah, en fait, l'Inter, ils seront déjà à 12 sur 12. Ils ont moyen d'être à 12 sur 12. Après, l'Union peut faire un résultat. Hein. On verra. Par contre, t'as un bel enchaînement là. Parce que t'as. Ah non, oui, c'est ça. Retour de trêve. Derby milanais contre le Milan d'Allegri qui est en pétard. Il faudra voir où est-ce qu'ils en sont en 2 mois. Et l'Atlético contre l'Inter. T'as celui-ci aussi. Hein, un match 100% de Cholo qui va être vraiment bien sûr. L'Inter-Liverpool. Attention, hein, on sait qu'il y a eu pas mal de l'Inter-Liverpool ces dernières années, que ça a plutôt tourné en faveur de Liverpool. Là, ça va être le moment pour eux de jouer. Alors, en fait, c'est vrai qu'ils ont une première partie hyper accessible et ensuite, voilà, la sanction, quoi. Arsenal, Dortmund, Liverpool, Atletico. Mais, tu vois, à partir du moment où ils auraient fait 12 sur 12, ils ont encore quelques points à les grappiller et ils peuvent le faire pour aller peut-être être top 8, quoi. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Et non, j'ai bien aimé l'action du 3e but où tu as encore une fois une déviation de Thuram pour le centreur qui offre un caviar à Lautaro, mais la déviation en talonnade de Thuram est vraiment pas mal. Et encore une fois, ouais, le Marcus Thuram version Inter qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France, en équipe de France. Et ça peut être un petit regret de ne pas le voir, quoi. Bah ouais, en fait, l'Inter, on a tous envie de vérifier si ce qui s'est passé un certain 31 mai 2025, ça va les poursuivre ou pas. Je sens quand même que voilà, il y a des joueurs qui sont encore présents, que tourner la page, ça va pas être simple. Mais c'est une équipe qui a encore des vraies qualités. Hein. Ils seront, tu vois, c'est une équipe embêtante. Ce qui s'est passé, ok, c'est douloureux, mais voilà, ils se feront pas sortir facilement en aller-retour. Il faudra quand même faire des vrais perfs pour les éliminer. Surtout quand tu vois que ils ont conservé une grosse ossature. Il y a des joueurs comme Susic. J'aime bien ce que je vois depuis le début de saison chez lui. Et puis d'autres jeunes, hein, tu vois, comme Boni, comme Esposito. T'as Akanji, hein, derrière, c'est pas mal. T'as Luis Enrique et Andy Diouf, nos pensionneurs de Ligue 1, qui jouent assez peu. Donc on suivra cette trajectoire. Le Tottenham Bodo Glimt, les amis, on n'est pas passé loin du scénario fou où Bodo Glimt fait tomber Tottenham. Bodo Glimt qui a plus tiré, qui a un peu plus cadré et qui a eu plus la possession que les Spurs, vous ne rêvez pas. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui est assez protagoniste par moment dans le jeu. Et ils sont vraiment à domicile, ils ont une série qui est dingue, quoi. Je crois qu'on avait déjà entreaperçu quand on avait présenté cette équipe. Mais vraiment, eux, une fois que tu te déplaces là-bas, c'est à chaque fois un truc bien relou, quoi. Bodo Glimt in European Football, hop. Tu vois, il y a beaucoup de verts, c'est ça parce que c'est à domicile. Hein. À domicile, ils ont perdu contre Tottenham l'an dernier, ils ont perdu contre Karabag, ils ont perdu contre l'Ajax, le Club Bruges, le PSV Arsenal, le Legia Varsovie. Sinon,
depuis, ouais, sinon, ils ont 7 défaites dans l'histoire récente. Sinon, tu vois, ils ont, comme score, tu vois, ils ont battu la Roma, le Celtic, la Z. Ils ont battu 2 fois la Roma. Attends, mais vraiment, la Roma, des fois, voilà. Bref. Ensuite, ils ont battu le Beşiktaş, Porto, l'Étoile Rouge, Beşiktaş, Maccabi, encore une fois, Olympiakos, Lazio, Twente. Sturm Graz, ils leur a mis 5-0. Donc, non, franchement, c'est une vraie belle équipe. Hein. C'est une vraie belle équipe à la maison. C'est embêtant, c'est chiant. Et c'est. Ouais, la Roma, non, mais la Roma, des fois, enfin. J'aime ce club, j'apprécie, hein, mais des fois il fatigue. Hein. Quand tu vois le 6-1. Ah ouais, juste, je vais vous remettre la compo de la Roma le soir du 6-1. Je pense qu'il y a des noms. C'est genre la nuit des morts vivants de Serge Romero, quoi. Vous allez redécouvrir des gars. Et dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. La Roma de Mourinho, il y avait donc Rui Patricio au cage, une défense avec Reynolds, Ibanez, Kumbula, Calafiori. Et oui, Calafiori était présent un soir de 6-1 en Norvège. Un milieu de terrain avec Amadou Diawara, Darboe. Un trio offensif, Sharawi, Gonzalo Villar, Carles Pérez, pour servir Borja Mayoral. Mais en fait, quand t'envoies une équipe comme ça, autant déclarer forfait, autant faire tapis vert, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vraiment l'équipe quand t'as envie de lâcher l'affaire, parce que c'est effrayant. C'est effrayant à tous les étages, quoi. Ah ouais, là, c'est dur. C'est très très dur, quoi. Et du coup, je le disais, bah, Bodo Glimt, hein, le Jens Peter Hauge, bah, lui, pour le coup, très très bon joueur de ballon. C'est dommage hein, que sa carrière top 5 européenne, elle n'ait pas forcément été... Elle est décollée, parce que c'est vrai qu'il a fait Milan, il a fait Francfort. Quand tu vois ce qu'il réussit à faire avec Bodo, c'est un joueur qui est hyper intéressant, quoi. Et les 2 buts, ils sont très très forts. C'est un mec qui est méchant dans la surface, qui est méchant dans ses frappes. Et pour le coup, il a failli être le monsieur de cette deuxième journée de Ligue des Champions, parce que franchement, le doublé, j'ai trouvé assez tonitruant. Patrick Berg, une petite dédicace au Lensois, qui est bien là, qui est capitaine, qui est un des joueurs majeurs de cette équipe. Lui aussi, hein, tu vois, l'idée de scouting a été bonne, mais malheureusement, des fois, il y a des contextes, des environnements, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui ne le font pas. Tottenham a eu un petit peu chaud aux fesses. Peut-être que certains joueurs ont perdu des points. T'as eu Kudus, Xavi Simons qui ont apporté, qui ont été parmi les joueurs qui ont un peu réveillé ça. Mais t'as Gundersen qui marque contre son camp, et t'as Van de Ven qui avait réduit l'écart juste avant. Donc sentiment peut-être partagé pour Bodo, parce que t'étais pas loin de faire... t'as déjà fait des grands moments européens, mais là ta première victoire en LDC à la maison contre un Tottenham, ça aurait été assez fantastique. Mais je pense qu'ils vont ils vont en embêter du monde. Ils vont en embêter. D'ailleurs, c'est quoi ils vont à Galatasaray, ils reçoivent Monaco. Ensuite, il y a la Juve, Dortmund, City, Atletico. C'est dur, c'est dur. C'est vrai que si t'avais pris 3 points ce soir, t'aurais pu te mettre un peu plus à l'abri, quoi. Le Paphos Bayern. Ah là, nos amis de Paphos. Bon, là, Paphos, ils ont subi la compagnie, la bande à compagnie. Hein. Le bulldozer. Waouh. 26 tirs, 15 cadrés. Ah, c'est difficile d'exister. Quand tu vois la forme d'Harry Kane, encore une fois, qui est juste. Qui est dans un autre univers. Qui est dans un autre univers sur ce début de saison. Alors oui, certains vont dire qu'il y a beaucoup de pénalty. Mais regardez le premier but, regardez certains déplacements. Même le deuxième qu'il met, avec un petit slalom. Harry Kane, c'est pas seulement des pénaltys, c'est aussi un mec qui est... c'est une de ses meilleures versions. J'ai beaucoup aimé le Tottenham, quand il était à Tottenham, qui était un peu playmaker, qui était aussi un très très bon buteur, hein, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est 10 buts en 5 matchs de Bundes. C'est 3 buts en coupe. C'est 4. Là, donc, ça fait 17. Avec l'Angleterre, ça fait bien 18. Parce que ça, je crois qu'il a marqué contre... Je sais plus si c'est Andorre ou la Croatie. Pour son premier match de l'année. C'est Serbie, pardon. C'est Serbie. Donc il est bien à 18 buts. Tout à l'heure j'ai dit 20. Au moins vous avez le compteur exact, mais c'est fou, quoi. Il a un ratio. Je crois qu'il est à 101 buts en 105 matchs avec le Bayern. Enfin, c'est des stats qui sont démentielles. C'est vraiment une forme qui est juste... Et bluffante. Et voilà, ce Bayern qui déroule, Nico Jackson qui marque, Olise qui marque aussi, qui a failli marquer aussi un très très beau but, Guerrero qui, comme on l'aime, fait une belle projection et s'offre un joli but sur la deuxième situation.
Donc voilà, là, tu vois, en faisant un petit peu tourner, t'avais Gnabry qui était très très bon en 10, t'avais Goretzka qui est resté sur le banc, mais t'as quand même serré une très belle équipe. Moi, je vous l'ai dit, c'est mon favori pour la LDC. Seule limite, comme d'hab, c'est l'infirmerie. Est-ce qu'il y aura des blessures importantes dans les grands rendez-vous, dans les semaines cruciales, quand on arrivera en mars-avril? J'espère pas, parce que je trouve qu'au niveau du jeu, et je parle pas que de Pafos, c'est le Bayern, je trouve qu'avec avec le Barça, enfin tu vois, c'est une des équipes qui me parle le plus, franchement. Et il n'y a pas encore Moussiala et Davis, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Moussiala, je crois qu'il revient début janvier, si tout va bien. Davis, faut voir. Mais c'est vrai que si Moussiala, il revient dans un truc aussi bien huilé, ça peut être pas mal du tout, quoi. Compagnie, il attend que ça. Et c'est presque, comme je vous le dis, regrettable que Max Eber, le directeur sportif du Bayern, n'ait pas allé chercher un peu de profondeur de banc, parce que si tu pouvais faire souffler ces gars-là avec des joueurs intéressants. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu as des jeunes finalement qui se montent. Tu as Tom Bischoff, tu as Lennart Karl qui sont très prometteurs. Donc pour le coup, même Wisdom Mike, qui je sais a une petite réputation en jeune, tu te dis que le non-mercato peut profiter à certains. Après non-mercato, tu as quand même pris Luis Diaz, Jackson, tu as le bon vieux Jonathan Tah qui est arrivé aussi. Donc non, franchement, ce Bayern-là, il inspire beaucoup de belles choses. Et j'ai bien aimé parce que mon bon vieux Orzic, j'avais dit à Media Bayern France de se méfier de lui, et il a mis un banger. Il a mis vraiment un but pleine lucarne. Neuer, il avait juste ça à bosser ce soir et il s'est fait tromper de manière magistrale. Donc voilà, des fois, votre hipster préféré peut faire des takes de fou du bus, mais des fois, on a la vision. Et Orzic, moi, j'avais beaucoup aimé ce joueur avec le Dynamo Zagreb quand il avait puni le Tottenham de Mourinho. Donc là, il me l'a bien rendu. Ensuite, on termine avec cet Atalanta Bruges. Alors là, pour le coup, j'ai absolument rien pu voir. J'étais concentré sur le Real. Mais Atalanta a quand même une équipe où tu vois qu'il y a des retours qui font du bien. Ederson, Lookman devant. C'est pas encore le grand Atalanta. T'as un petit peu de banc avec Samardzic qui a marqué sur penalty. T'as voilà, Zappacosta, Souleymana, Younous Moussa. Mais c'est vrai que ce match contre Bruges, quand on a vu la perf de Bruges contre Monaco et la première de l'Atalanta avec Djuric en LDC, on s'est dit aïe, attention, les Belges ont un vrai coup à jouer. Ils ont mené, mais ça n'a pas été suffisant pour aller chercher cette équipe. Et voilà, c'est aussi l'apprentissage, savoir mieux gérer, peut-être voilà, se contenter d'un nul pour les Belges. Mais pour le coup, c'est une équipe qui, on les reverra à un autre niveau. Mais l'Atalanta, ça leur fait du bien. Eux, pour le coup, l'Atalanta, ça dit quoi? Juste en championnat, c'est 6ème. C'est vrai que le classement de Serie A, t'as les 6 GOAT. Parce que désolé, la Lazio, évidemment, étant sympathisant de la Roma, on les met un peu plus bas. Mais c'est vrai que t'as la crème de la crème. C'est tombe bien, t'as la Cremonese juste derrière, mais t'as vraiment Milan, Naples, Rome, Juve, Inter, Atalanta aussi première place. Ça, c'est une vraie concurrence. Bruges se fait voler. Ah ouais, Bruges se fait voler. Ah ouais, désolé pour le coup, je pourrais pas étayer ton propos parce que malheureusement, j'ai vraiment rien pu voir du match. Là, j'étais concentré sur le Real parce que je voulais voir ce que ça donne après la perf un peu désastreuse. Ouais, en plus l'équipe ils vont pas faire de hop arbitrage. Voici les arbitres crucifiés en fin de match. 7 sur 7 billes. Oh là là. Oh le site. Hop. Un scénario parfait dans la foulée. Bon, eux ils un penalty évitable et discutable. Une très bonne intervention. Avant une sortie hasardeuse, Nortin Jackert a bien malgré lui précipité la chute des siens à Bergame. Après un joli plongeon devant Musa, le gardien de Bruges s'est jeté dans les pieds de Passaïch qui s'est écroulé. L'arbitre a indiqué le point de penalty. À juste titre, la VAR n'a pas bronché, mais les Brugeois peuvent être frustrés car le contact semble léger. Bon, c'est là la petite frustration qu'il peut y avoir, ouais. Je peux comprendre. Il faudra que je revoie le contact. De toute façon, demain, je pense que vous avez compris mon programme. On va se faire de manière pépère l'affiche entre le Gala et Liverpool. Et on va peut-être revoir un petit peu d'action, voir si vraiment c'était justifié. Et je vous tiendrai évidemment au courant. Du coup, demain, on se retrouvera comme toujours ici à 23h. On a à 18h45 Karabakh, Copenhague et l'Union Saint-Gilloise-Newcastle. Cette USG Newcastle quand même. C'est pas mal en petit apéritif, hein. On aime bien ce petit parfum. Ça, c'est une affiche, tu vois, c'est le genre de match improbable, mais au moins, on l'a en Ligue des Champions. Et ensuite, à 21h, Monaco City, Dortmund, Athletic Bilbao, Naples Sporting, Villarreal Juve, Arsenal Olympiakos, Leverkusen PSV Eindhoven, et évidemment, le feu d'artifice, sortez les popcorn, le Barça PSG.
On est évidemment déçu de ne pas avoir les effectifs à 100%. Je crois que ça parle d'une attaque peut-être Barcola, Mayoulouli côté PSG. Je suis le premier à dire que je préfère avoir mes affiches à 100% qu'à 60% des effectifs diminués. Mais voilà, évidemment, ce match, on va le suivre avec attention. On mettra peut-être de la nuance sur certaines choses. Mais voilà, que même avec des absents, on a vu que le PSG pouvait proposer quelque chose à Marseille. Mais là, le problème, c'est que c'est le Barça sur le début de saison. C'est quand même un sacré morceau. Merci à vous les amis de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce débrief qui était peut-être concis, court, 1 heure. Je sais qu'en Ligue 1 je suis un peu plus bavard, mais là je vais pas tricher, je peux pas regarder tous les matchs. Donc au moins on s'est bien concentré sur l'OM et on a pu voir un petit peu ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe. C'est vrai qu'il y a aussi des beaux absents au Barça. C'est vrai que voilà, il n'y a pas Fermin qui est quand même intéressant sur le début de saison. C'est vrai qu'il y a du monde qui va manquer également côté barcelonais quoi. Donc quand je dis que j'aurais voulu avoir tout le monde à 100%, c'est le cas pour les deux équipes. Merci à vous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, encore une fois, à aller mettre des likes, des étoiles sur YouTube en podcast. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, pour débriefer cette deuxième journée de Ligue des Champions, la deuxième session. Et puis on se dit à très très vite les potes. Bonne soirée à tous.